Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 10 octobre 2024, dont voici les principaux titres. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'accorder une année supplémentaire au rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Vous suivrez tout à l'heure la réaction du président de la CAT Burundi. Nous allons également évoquer le double langage du président Ndayishimiye sur la crise de carburant qui perdure dans le pays. Dans ce journal, la PARSEM dénonce aussi l'absence d'indépendance de la justice burundaise. Dans un instant, le développement du journal. Je vous le disais tantôt, le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi vient d'être renouvelé par le Conseil des droits de l'homme. Cet après-midi à Genève, en Suisse, 22 pays membres ont voté pour, tandis que 10 ont voté contre. 15 pays se sont abstenus. Maître Armel Niongere, président de la CAT Burundi, indique que cette prolongation prouve que la situation des droits de l'homme au Burundi est encore précaire et que donc le Burundi doit rester sous surveillance. Et nous saluons le renouvellement du mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur le Burundi. Et ce renouvellement est un signal fort de la communauté internationale et de continuer à surveiller et à dénoncer les violations des droits humains à l'approche des élections. Et ils ont aussi montré que les violations des droits de l'homme, comme les disparitions forcées, les tortures, continuent à s'observer au Burundi en toute impunité, raison pour laquelle ils ont voulu renouveler ce mécanisme indépendant pour continuer à suivre l'état de violation des droits de l'homme au Burundi. À renouveler le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi, ça signifie que le Burundi restera sur l'agenda du Conseil des droits de l'homme. Et le rapporteur spécial va continuer à présenter son rapport dans les sessions du Conseil des droits de l'homme qui sont organisées 3 fois par an, c'est-à-dire au mois de mars, au mois de juin et au mois de septembre. Donc, le Burundi sera toujours évalué sur la situation des droits de l'homme et dans les sessions des conseils des droits de l'homme. La pénurie du carburant est signalée dans les provinces de Rumongue et Makamba depuis lundi dernier. Les conducteurs des véhicules indiquent qu'il n'y a ni l'essence ni le mazout sur les stations-service. Le point avec Walter Kwizera. C'est une désolation totale pour les conducteurs de la province Makamba et Rumongue. Une fois arrivés dans différentes stations-service de ces provinces, on dirait que ces stations n'ont jamais servi le carburant. Selon ces conducteurs, la situation est devenue plus compliquée, comme ça l'était ces derniers mois. Ce chauffeur de la province Rumongue indique que pour le moment, c'est le pire car, que ce soit le mazout, que ce soit l'essence, rien n'est disponible. C'est dommage vraiment et dangereux. La situation est plus que compliquée. Toutes les stations ici sont assez que pour le moment, la pénurie de carburant est devenue comme c'était le cas ces derniers jours. Les stations sont vides. Pour le moment, une bouteille de kinj d'un litre et demi de carburant coûte 20 000 francs dans une période de 3 jours seulement de la pénurie de carburant. La situation est pareille à Mabanda, dans la province de Makamba. Les conducteurs font savoir que c'était lundi dernier quand ils ont vu le carburant pour la dernière fois. Actuellement, le transport est devenu encore une fois un sérieux problème dans certains coins de la dite province. La pénurie de carburant ici à Mabanda a commencé depuis mardi. Lundi dernier, les stations-service ont essayé de vider les stocks, mais habituellement, il n'y a plus de carburant. Son prix a déjà augmenté. En plus, ça fait des jours que nous nous attendons à cette pénurie.
Et voilà, aucune goutte de carburant n'est disponible pour le moment. En cas de sa disponibilité, le carburant ne dure même pas une semaine pour le moment sur une distance de Mabanda vers Muyange où l'on payait 2000 francs burundais. Actuellement, c'est 6000 francs burundais. Les informations en provenance de la province Rumongue et Makamba font savoir que, avant cette pénurie totale du carburant, le carburant disponible était distribué de façon frauduleuse, au point que, pour être servi, tu devrais donner des pots de vin. Par la suite, la pénurie du carburant n'a pas tardé à se faire remarquer. Ainsi, les conducteurs des véhicules demandent au gouvernement de faire de son mieux pour que le carburant soit disponible, comme il l'avait promis à la population. Je vous le disais également en titre, le président de la République du Burundi donne deux versions sur les causes de la crise du carburant au Burundi. Il y a quelque temps, il parlait de sabotage de ses détracteurs, mais tout récemment, il a avancé le problème de manque de politique de carburant. Les détails avec Elvis Nyamungere. Il n'y a pas longtemps, le président de la République du Burundi avait l'habitude de dire que la crise du carburant au Burundi était causée par l'austérité de ses collaborateurs. Pour lui, ce sont des gens qui veulent le discréditer auprès de la population par des actes de sabotage. Le président Evariste Ndayishimiye l'a encore une fois déclaré devant la population lors de la descente en zone Musaga. C'était le 12 août. Le président Ndayishimiye avait même invité la population à l'aider dans le taquage de ces saboteurs. À vrai dire, on ne manque pas du carburant. Le problème, ce sont des personnes qui nous sabotent ici même au pays. Mais ne vous en faites pas, on est en train de les démasquer. On n'a pas de choix, on doit le faire. Ils sont malins, mais nous devons être plus malins qu'eux. Oui, c'est un combat que je me suis engagé à mener. Et je dois vous dire que nous avons réceptionné aujourd'hui même le premier lot de carburant acheté à la raffinerie. Mais si je n'avais pas été malin, ce n'aurait jamais arrivé. Mes détracteurs ne sont jamais loin de moi. Ils sont parmi mes proches. Je les connais et nous nous connaissons. Moins de 2 mois après, le président de la République a changé de langage. Le 3 du mois courant, lors de sa rencontre avec les représentants des partis politiques, Evariste Ndayishimiye avait dit que la crise du carburant au Burundi est causée par le manque de politique du carburant. Il avait indiqué que le pays n'avait pas de stock pour le carburant, ne serait-ce que pour un mois. Nous nous sommes rendus compte que l'on n'avait pas de politique du carburant. Un jour, une personne m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi nous disons que nous n'avons pas de carburant. Il m'a demandé si quelqu'un vous propose de vous donner de l'eau à boire, mais que vous n'avez pas de seau pour conserver cette eau, qu'est-ce que vous allez faire? Et ici au Burundi, vous n'avez pas de stock de carburant. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas de stock de carburant. On n'a même pas un mètre de carburant pour un mois. On n'a jamais mis en place des stocks stratégiques. Il n'y a pas de politique du carburant. Certains experts en économie indiquent que le Burundi a des entrepôts de carburant avec une capacité de contenance de plus de 61 millions de litres et disent que fin 2022, ces experts disent que la consommation mensuelle du carburant au Burundi était de 20 millions de litres, ce qui revenait à dire qu'avec cette capacité, les Burundais pouvaient survivre jusqu'à 3 mois et demi sans aucun autre approvisionnement. Dans un instant, nous parlons politique. Participer à des élections antidémocratiques est une complicité active dans la destruction de la démocratie. C'est l'avis du journaliste Bob Rugurika qui s'adresse à l'ensemble d'acteurs politiques burundais après que l'initiative citoyenne rapide Seruka a demandé par écrit au président Ndayishimiye de suspendre le processus électoral et de convoquer un dialogue national inclusif en vue des élections crédibles et démocratiques. Malgré la sourde oreille du régime, Bob Rugurika, un des membres de la coordination de l'initiative citoyenne rapide Seruka, demande aux acteurs burundais parties prenantes à ce processus électoral de réfléchir 2 fois avant d'accompagner le régime dans une mascarade électorale de tous les dangers.
Cela va faire bientôt 10 ans que le Burundi est plongé dans une crise multidimensionnelle, une crise sécuritaire, une crise des droits de l'homme, une crise économique, politique, sociale, malgré des appels incessants de la part de la communauté internationale, de la part des acteurs burundais, à la renormalisation de la situation au pays. Il est toujours évident que le régime fait la sourde oreille. Or, aujourd'hui, on parle quand même d'une insécurité grandissante. Aujourd'hui, l'insécurité au Burundi dépasse les frontières. On est en train aujourd'hui d'apprendre que des groupes armés, des miliciens rwandais, ex-génocidaires, sont en train de traverser la frontière vers le Burundi. Ils sont en train de prendre des positions dans la forêt de la Kibira. Tout ça, c'est préoccupant. Et aujourd'hui, le rapporteur spécial des Nations Unies a déclaré à Genève lors de la récente session, les prochaines élections sont beaucoup plus préoccupantes, vu le contexte actuel. Donc, tout cela nous interpelle. C'est pour cela que l'initiative citoyenne Rapide Seruka a écrit au chef de l'État, le président Evariste Ndayishimiye, pour attirer son attention sur le danger que représentent ces élections. C'est pour cela que nous avons demandé la convocation urgente d'un dialogue national inclusif qui réunira tous les acteurs burundais, de l'extérieur tout comme de l'intérieur du Burundi, pour qu'ils puissent débattre afin de dégager des pistes de solutions en vue des élections crédibles. Et surtout des élections qui vont aboutir à la stabilisation du Burundi. Des élections qui vont stabiliser encore une fois le Burundi. Alors, aujourd'hui, le constat est que le président Evariste Ndayishimiye est en train de faire la sourde oreille, et c'est pour cela que, pour le moment, nous voulons interpeller d'autres acteurs burundais, surtout ceux qui répondent à cet appel du gouvernement, à ce processus électoral. Nous attirons un peu l'attention pour comprendre que répondre à un tel appel ne constitue pas en soi un acte démocratique, dans le sens où ils savent eux-mêmes, ils sont conscients que ces élections ne sont pas des élections démocratiques, ne sont pas des élections qui vont stabiliser le Burundi. Ce sont des élections qui vont aggraver la crise burundaise. Donc, du coup, participer à ce genre d'élections, c'est en sorte une complicité active dans la destruction de la démocratie au Burundi, et surtout dans la destruction du Burundi et dans la crise qui perdure et qui emporte malheureusement des vies des Burundais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons à tous citoyens de bonne foi, à tous les patriotes, de réfléchir 2 fois avant de répondre à ce processus. Et cela, nous l'avons fait aussi auprès de plusieurs institutions, qu'elles soient des institutions internationales, qu'elles soient des institutions nationales à l'intérieur du Burundi. Nous l'avons fait et nous espérons que cet appel va être entendu. Toujours en page politique, l'adhésion à un parti politique doit être libre et volontaire pour un élève ayant atteint l'âge requis. C'est en substance la réaction de Kefani Wizi, président du parti Codebu, consécutivement aux alertes des parents d'élèves de l'ETS Kamenge suite à la politisation croissante de cet établissement scolaire. Le président du parti Codebu exhorte le ministère de l'Éducation à veiller à ce que les droits des élèves ne soient bafoués pour n'avoir pas adhéré à l'un ou l'autre parti politique. À l'approche des élections, il arrive souvent que certains partis politiques abusent dans le recrutement des militants et entrent même dans le recrutement des enfants, ou voire même des élèves. Là, il faut rappeler que même un élève pourrait adhérer à un parti politique lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, parce que la loi sur les partis politiques, à son article 7, précise que est membre d'un parti politique toute personne ayant atteint l'âge de 18 ans et qui jouit de ses libertés politiques et civiles, mais cette adhésion doit être libre et volontaire. Et il est aussi interdit que les établissements scolaires puissent être des lieux d'encadrement de recrutement des partis politiques. Les établissements scolaires ne doivent être que des lieux d'apprentissage, de connaissances scientifiques et de bonnes mœurs. Donc, ce que nous apprenons ici et là, qu'il y a certains dirigeants des écoles ou des élèves qui forcent les camarades d'adhérer
adhérer à un parti politique X ou Y est contraire à la loi. Et s'il y a aussi des menaces, ça serait encore violation des droits de ces enfants. C'est pour cette raison que nous interpellons le ministère de l'Éducation et toute autre personne épris de bonne foi et compétente de faire à ce que les écoles restent toujours les lieux d'apprentissage et qu'aucune contrainte ou intimidation ne puisse pas être adressée à un enfant parce qu'il n'a pas adhéré à tel ou tel autre parti politique ou que ses droits ne soient pas bafoués parce qu'il ne milite pas dans un tel parti politique. Dans un instant, nous parlons justice. RPA. Le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée mondiale contre la peine de mort. Cette journée internationale est organisée chaque 10 octobre depuis 2003 et la peine de mort a été abolie au Burundi en 2009. Et même si la peine de mort a été abolie dans le pays, l'association SOS Torture Burundi trouve que dans le pays, il existe encore des crimes qui démontrent que cette sanction a changé seulement de visage et se déguise actuellement en d'autres crimes qui sont presque similaires. Dans un atelier d'échange qu'elle a organisé ce jeudi sur la situation au Burundi, l'association SOS Torture a demandé au régime de Gitega d'assurer la protection des citoyens burundais. Suivez Denis Ndaishemeze, il est porte-parole de l'association SOS Torture Burundi. En cette occasion de la journée internationale de lutte contre la peine de mort, célébrée le 10 octobre de chaque année, SOS Torture Burundi a organisé un atelier d'échange sur la situation du Burundi 15 ans après l'abolition de la peine de mort. SOS Torture Burundi se réjouit que le Burundi fasse partie des États qui aient déjà aboli la peine capitale depuis 2009. Toutefois, SOS Torture Burundi demeure préoccupé par le phénomène des cas d'exécution extrajudiciaire qui sont devenus monnaie courante au Burundi depuis la crise de 2015. Et plus alarmant encore, SOS Torture Burundi assiste au phénomène récurrent des corps sans vie dans différents endroits comme les rivières, les buissons, puis enterrés activement par des responsables administratifs sans que des enquêtes soient menées. Et les agents de l'État et les complices sont pointés du doigt par les organisations de défense des droits humains comme étant les présumés auteurs de ces exactions, et cela en toute impunité. Il s'agit notamment de certains agents du SNR, des policiers, des militaires et les Imbonerakure, les jeunes affiliés au parti présidentiel. SOS Torture Burundi regrette l'absence d'une justice indépendante au Burundi dans un contexte aussi préoccupant pour poursuivre les présumés auteurs. Et pour toutes ces raisons, SOS Torture Burundi recommande au gouvernement du Burundi ce qui suit. Assurer pleinement la sécurité à la population burundaise en mettant immédiatement fin au phénomène de disparition forcée et des corps sans vie enterrés à la hâte par l'administration sans enquête préalable. Nous demandons également que la peine de mort soit appliquée en droit et en pratique. Même si la peine de mort a été abolie au Burundi et ne l'a pas été au niveau de toutes les juridictions, cela a été soulevé par Maître Félix Nyonhuru qui a animé une conférence au cours de cet atelier d'échange organisé par l'association SOS Torture Burundi. Ce juriste dit également que le Burundi doit ratifier certains protocoles pour que l'abolition de la peine de mort soit effective. Le Burundi a aboli la peine de mort depuis la promulgation de la loi numéro 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais, mais le code pénal militaire connaît toujours la peine de mort. En ce qui concerne la peine de mort, on distingue l'abolition en droit qui renvoie à une abolition complète de la peine de mort et elle s'applique à tous les crimes, que ce soit ordinaires ou militaires. Mais aussi l'abolition en droit partiel, le cas du Burundi, ne s'applique que pour sa part qu'aux crimes ordinaires, les tribunaux militaires étant habilités à prononcer la sanction capitale, tandis que l'abolition en pratique renvoie aux pays qui n'ont pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu en 1966
sous l'égide des Nations Unies, est entré en vigueur en 1976 suite à sa ratification par 35 États membres, vise notamment à interdire l'usage de la peine de mort pour les enfants et les femmes enceintes. Et il y resterait aussi l'application de la peine de mort aux crimes les plus graves. Au cours des années, l'interprétation par l'ONU de cette notion de crimes les plus graves est devenue de plus en plus restrictive, se limitant depuis 2013 au meurtre avec préméditation. C'est ainsi que le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international des droits civils et politiques signé en 1989, entré en vigueur en 1991, fournit par ailleurs une base juridique solide à l'interdiction de la peine de mort. Mais malheureusement, le Burundi n'a pas encore ratifié. Pour que cette abolition soit effective, il faut que l'État du Burundi ratifie ce deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques et visant à abolir la peine de mort en fait de rendre plus solide l'arsenal juridique en matière de l'abolition de la peine de mort. Je vous le disais également en titre, l'organisation Parsem déplore le fait que les autorités burundaises ont pris 11 ans pour pouvoir prendre la décision d'évaluer la mise en application des recommandations des États généraux de la justice de 2013. Pour Faustin Ndikumana, directeur national de Parsem, cela explique pourquoi les Burundais se lamentent toujours contre les prestations de la justice qui n'est pas indépendante. Au moment où il doit s'obtenir un séminaire lié à l'évaluation de la mise en application des recommandations des États généraux de la justice tenue justement même à Gitega en 2013, Parsem a donné son analyse parce qu'il a participé dans ce séminaire. D'abord, Parsem a été surpris de constater qu'une réunion importante comme l'État général de la justice de 2013, l'évaluation de ces recommandations se passe plus de 10 ans après. C'est une période longue. Et encore une fois, Parsem regrette qu'à la fin même de cette réunion de 2013, il n'y avait pas eu sorti d'un document officiel partagé par les participants et partenaires pour justement suivre la mise en application des grandes recommandations. Alors que l'événement avait réuni plusieurs personnalités, le président de la République, les autorités, les partenaires techniques et financiers et autres, la société civile, les techniciens de la justice et autres. Malheureusement, le constat serait que même les gens continuent à se lamenter par rapport aux prestations de la justice, même le président de la République. Ça veut dire que la justice n'a pas pu être réformée. Il y a toujours un lieu sous rouge et on ne veut pas mettre la main dans la pâte et on ne veut pas réformer la justice face au pouvoir exécutif et on ne veut pas que la justice soit indépendante. C'est ça le problème. Déjà, si on analyse la situation actuelle, on continue à constater l'impunité qui est consacrée des crimes économiques et des plus hautes autorités, des crimes commis par même des autorités subalternes, mais qui, de par l'influence, la justice n'ose pas les sanctionner. Et les grands faits, par exemple, qui montrent que la justice reste ligotée par le pouvoir exécutif, c'est la reconnaissance du pouvoir comme troisième pouvoir. On voit toujours la confusion des rôles entre le ministère de la Justice et la Cour suprême. Alors que c'est la Cour suprême qui incarne l'indépendance de la magistrature, même à travers la Constitution. Déjà, le gouvernement a refusé qu'il y ait la haute Cour de justice, censée sanctionner ou introduire en justice les plus hautes autorités. Déjà, au niveau de la gestion de la carrière des magistrats, c'est le ministère qui recrute, c'est le ministère qui assure la promotion des magistrats, qui attribue les responsabilités et les promotions. Alors, on dirait que tous les magistrats sont redevables au ministère de la Justice. Faustin Ndikumana évoque aussi le budget dérisoire que le gouvernement alloue au ministère de la Justice, alors qu'il constitue un secteur très indispensable pour la vie du pays. Encore une fois, c'est le budget. Le budget alloué au ministère de la Justice, c'est un budget d'abord dérisoire, 50 milliards. Alors que par exemple, la présidence de la République a fait 70 milliards. La présidence est une seule structure au niveau du gouvernement, tandis que le ministère, c'est tout un personnel, c'est tout un labyrinthe d'éléments d'un système complexe. Et normalement, le budget du ministère devrait être découvert à la hausse. Parce que même le
gouvernement, quand il veut introduire une politique, ça n'empêche pas qu'il la soutient au niveau financier. Et notamment par exemple la subvention des coopératives qui a été faite ces dernières années à plus de 80 milliards. On ne comprend pas comment le ministère de la Justice ne peut pas avoir des moyens suffisants pour qu'il y ait un traitement de magistrats, pour qu'il y ait tout. Et ce budget normalement devait être géré au niveau de la Cour suprême. Il faut séparer. La Cour suprême devait s'assurer de la gestion du ministère des carrières et puis le ministère devait s'assurer de la politique générale de la justice et du gouvernement. Il faut qu'il y ait toutes ces réformes et pour que la justice soit indépendante. Sinon, si la justice reste sous la coupe de l'exécutif, il sera toujours sous influence. Parce que ce budget fait ne permet pas à ce qu'il y ait des logistiques suffisantes au niveau des cours des tribunaux, le traitement des magistrats, au niveau des cours de travail, salaires et autres, le matériel suffisant technique pour aider les magistrats par exemple à arriver sur le terrain. Tout cela fait que justement la justice est toujours mise au rencard par rapport aux autres pouvoirs. Pour clore cette édition, les agriculteurs de la commune Gihanga, en particulier ceux du village 3 où les champs de riz étaient presque inertes suite au manque d'eau, apprécient que l'alerte n'a pas été négligée. Cet agriculteur qui s'est entretenu avec la RBA demande aux distributeurs d'eau dans les champs de rester vigilants. Je voudrais remercier quiconque nous a aidés à alerter et à porter loin notre alerte sur l'assèchement de nos champs de riz en commune Gihanga pour que cette situation ne se reproduise plus. Je ne manquerai bien sûr de faire un clin d'œil à ceux qui sont chargés de la distribution de l'eau pour que jamais on n'assiste plus à une telle situation. Bien sûr, la nuit dernière, nos champs ont eu beaucoup d'eau comme jamais. De ce fait, nous demanderions à ceux qui sont chargés de très bien gérer l'eau pour le bien de toute la population, de le faire toujours sans attendre des alertes. Cet agriculteur salue le geste de la direction de la SRD Imbo qui s'est vite penché sur la question dans les meilleurs délais. Nous saisissons de cette occasion pour remercier la direction générale de la SRD Imbo pour nous avoir soutenus après avoir eu connaissance de la situation des plus alarmante par rapport à nos champs de riz. Que le directeur de la SRD Imbo continue d'encadrer ses agronomes qui d'un temps à l'autre pourraient mal travailler et lui faire parvenir de faux rapports. Ces champs de riz du village 3 étaient déjà asséchés suite à l'absence d'irrigation pendant une certaine période. C'est dans la nuit de mardi que ces champs ont été suffisamment irrigués de nouveau. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 octobre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.